Bienvenue sur notre chaîne Bekin à l'Europe TV. Suivez. Bonjour, bonsoir, très chers internautes et de toutes les chaînes partenaires. Nous disons bienvenue à cette émission. En fait, c'est une émission tout à fait spéciale que j'aurai au moins à passer pendant nos antennes quelques minutes avec un invité. Il s'agit bel et bien de l'ingénieur Michel Kabongo, que je dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, très chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important où notre sujet s'intitule Secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo, hypocrisie nationale ou ignorance collective. Alors, monsieur Michel, pouvez-vous nous décrypter comment ça se passe dans le secteur pétrolier en République démocratique du Congo? Succinctement, si je dois présenter le secteur des hydrocarbures en RDC, je dirais que c'est un des secteurs les plus oubliés. Oublié parce que, comme le dit le thème de notre émission, c'est par une hypocrisie nationale ou par une ignorance collective. On ne sait le dire, on va essayer de le développer, mais c'est un des secteurs qui devait être le pilier du développement dans notre pays. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de problèmes. Nous sommes très en retard. S'il faut essayer de nous placer par rapport aux pays voisins, que ce soit l'Angola, qui au départ a partagé les données de la zone de Cabinda par exemple, avec la RDC, mais aujourd'hui l'Angola nous produit près de 2 millions de barils le jour. Si on peut prendre le Congo-Brazza à côté de nous, ils sont au-delà de 400 000 barils de production journalière. Il y a l'Ouganda qui est déjà dans une phase de développement des puits et même de production à petite échelle parce qu'ils ont déjà plus de 100 puits développés. Nous avons la Tanzanie qui a commencé avec nous des campagnes sur le lac Tanganyika, mais la Tanzanie, elle a fait un grand pas en acquérant des données sur la sismique du lac Tanganyika. Il y a la République centrafricaine qui veut continuer avec des recherches aux abords de nos frontières. Bref, c'est chez nous en RDC où nous avons des difficultés à démarrer notre secteur des hydrocarbures. Monsieur Michel, est-ce que la RDC peut-elle être comptée parmi les pays producteurs de pétrole en Afrique? Nous sommes membres de l'APA. L'APA, c'est une association des pays producteurs de pétrole en Afrique. Mais malheureusement, notre production elle est insignifiante. Nous produisons journalièrement autour de 25 à 35 000 barils le jour avec notre seule société Perenco dans la partie onshore et Mioc dans la partie offshore, ce qui est très insignifiant, surtout par rapport aux potentialités que nous avons. Et donc, c'est peut-être sur le plan administratif que nous nous retrouvons dans l'APA, mais en réalité, la RDC, en ce jour, n'est pas comptée parmi les pays producteurs de pétrole au monde parce que nous avons une production dérisoire. Monsieur Michel, pouvez-vous nous décrire la situation pétrolière de la République démocratique du Congo en termes de potentialité? Cette question me ramène à présenter la carte géopétrolière de la République démocratique du Congo. Brièvement, s'il faut parler de la République démocratique du Congo, c'est un pays qui dispose de 3 grands principaux bassins sédimentaires, parce que nous savons, nous qui sommes professionnels du domaine, que la recherche pétrolière ne s'effectue que dans des bassins sédimentaires. Et ici, chez nous, nous en avons trois principaux. Il y a le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins ouest du rift est-africain. Pour essayer de les géolocaliser par rapport à la carte, le bassin côtier, c'est dans la partie du Congo central vers l'embouchure, vers la sortie de l'océan, dans l'Atlantique, où nous avons des blocs, des champs tels que Matama Makandi, nous avons Mwanda, nous avons Ngandi, il y a plusieurs champs. Et la cuvette centrale, c'est la partie centrale du pays qui prend presque le 1/3 de la superficie du pays, parce que certaines personnes parlent de 800 000 km², d'autres de 1 million de km², alors que notre pays n'a que 2 345 000 km². Et vous voyez la superficie que la cuvette centrale prend. Et le bassin de l'ouest du rift est-africain, ce sont des bassins qui jalonnent
la faille qui a donné naissance au Grand Lac, la région qu'on appelle la région des Grands Lacs de la RDC, partant du sud du Soudan jusque vers le sud de la République démocratique du Congo. Donc brièvement, ce sont là les 3 grands bassins sur lesquels il faut se concentrer si on veut essayer d'évaluer les potentialités de la RDC. Et qu'est-ce qu'il faut dire de plus si ce n'est qu'il n'y a que le bassin côtier qui est en production avec la société Perenco-Mioc. Dans la cuvette centrale, il y a eu certaines études, mais qui ne sont pas encore suffisantes parce que n'ayant pas permis de mettre en exergue des gisements économiquement rentables, nous avons eu 4 forages qui ont été placés par, je crois à l'époque, les Belges, avec des crédits de la Banque mondiale. Mais malheureusement, ce sont des forages qui n'ont rien donné. Dans la partie de l'Est, donc les bassins de l'Ouest, du Rift Est africain, il y a eu des travaux qui ont été effectués, que ce soit par la société Oil of DRC, dans le bloc 1 et 2 du Graben Alberta, que ce soit la société Soko, qui a créé beaucoup de remous avec ses travaux dans une partie du parc des Virunga. Il y a la société Total, donc il y a plusieurs sociétés, mais à ce jour, nous ne savons dire avec précision quelles sont nos potentialités parce que tous les travaux sont encore superficiels. Donc il nous faut aller un peu en profondeur pour pouvoir présenter une carte avec des réserves certifiées. Alors, comment expliquer avec autant de potentialités pétrolières, la RDC n'a jamais connu une production honorable des hydrocarbures? Bon, tout réside d'abord dans les décisions politiques. La personne, l'homme politique congolais, jusqu'à présent, n'a pas fait preuve de connaissance en cette matière. Le monde des hydrocarbures est un monde assez complexe où il faut assez d'expertise pour prendre certaines décisions. Ça veut dire que si nous regardons aujourd'hui la configuration de notre pays, nous n'avons pas une politique sectorielle pour les hydrocarbures. Nous n'avons aucune politique sectorielle. Et aujourd'hui, nous y allons sans savoir où nous allons. Les autres qui ont été en retard par rapport à nous, ils nous ont dépassés. Dans l'introduction, j'ai parlé de l'Angola qui a pris ses expériences sur nous, qui a pris des données chez nous. Mais aujourd'hui, l'Angola produit plus de 2 millions de barils. Donc, nous avons des potentiels. C'est comme dans tous les autres domaines. Nous disons que la RDC est un pays qu'on appelle scandale géologique. Mais ça reste dans cette potentialité que nous ne savons matérialiser à cause du manque de connaissances de la personne et de la personne congolaise. Et même, la réalité, c'est que aussi les sciences pétrolières ne sont entrées en République démocratique du Congo comme formation dans des universités il y a environ 9 ans. Ce qui fait que ce sont les 4 dernières années qui ont donné des personnes aguerries pour travailler dans ce secteur. Et tous ces temps, nous avons connu, que ce soit par exemple dans les ministères. Je prends l'exemple du ministère des hydrocarbures. Dans les ministères des hydrocarbures, on nous a toujours donné des ministres qui viennent apprendre la définition du mot hydrocarbure les jours de leur nomination. Comment peut-il essayer de projeter l'avenir dans ce secteur? C'est aussi un grand problème. C'est pourquoi je dis le grand problème, c'est l'homme congolais. Et pour pallier à tout ça, je suis en train de militer pour que la RDC, ou notre pays, la présidence déjà avec les autorités actuelles, qu'ils essaient de prendre, de copier un peu ce qui s'est fait dans le secteur des mines. Le secteur des mines, pour qu'il y ait un développement réel, ils ont créé des cellules techniques telles que la CTC-PERM, Promine, CESCAM, pour essayer de résoudre des questions techniques, purement techniques. Et dans notre secteur, nous n'en avons pas. Nous avons un cabinet du ministre qui est politique, un secrétariat général qui est administratif et une société qui est commerciale, la Sonaïdrog. Donc, on n'a pas des techniciens à même de nous décrire les vraies potentialités, une politique pour les mettre en exergue. Et donc, nous avançons vaille-que-vaille. C'est comme ça que nous demandons aux autorités actuelles, si moyen il y avait, de réfléchir suffisamment pour que nous mettions en place une cellule technique pétrolière, afin que nous puissions définir, avec un chronogramme bien détaillé, les politiques que nous allons mettre en relief pour que la RDC soit finalement comptée parmi les pays producteurs du pétrole, vu les énormes potentialités qu'elle présente.
Aujourd'hui, la première économie africaine, c'est le Nigeria. Le Nigeria, son économie est basée sur le pétrole. Nous pouvons prendre les pays qui nous attirent tous, le Singapour, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Ce sont des pays pétroliers. Ils ont focalisé leur économie sur le pétrole et maintenant, partant du pétrole, ils sont en train de diversifier leur économie avec le tourisme. Donc nous pouvons prendre ces mêmes expériences. Or, chez nous en RDC, non seulement nous avons le tourisme, nous avons l'agriculture à promouvoir. Et pour promouvoir tous ces autres secteurs, il faut avoir des capitaux. Et beaucoup de capitaux. Et les hydrocarbures apportent beaucoup de capitaux dans un pays. Mais bon, on ne sait pas expliquer jusqu'à nos jours pourquoi ce retard. Et maintenant, c'est comme ça que nous nous sommes proposés en tant qu'ingénieurs du domaine de militer, de nous battre, de travailler jour et nuit pour que nous arrivions à mettre notre pays dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Ingénieur Michel, quelles peuvent être les mesures à prendre pour remédier à cette situation, vu que l'économie congolaise a besoin de gros capitaux pour développer? Le pouvoir en lui-même remédier à la situation, c'est un peu trop dire, mais je crois que s'ils ont une oreille attentive, s'ils ont une oreille ouverte, s'ils ont leur porte ouverte, s'ils laissent le pays à des gestionnaires qui méritent, s'ils privilégient la méritocratie, s'ils laissent les experts s'exprimer dans leur domaine, s'ils choisissent les bonnes personnes dans les bons domaines, je crois que quelque chose peut changer. Mais ce que nous nous disons, c'est qu'il va falloir que ces autorités puissent nous ouvrir les portes, qu'elles puissent nous entendre, qu'elles puissent essayer de comprendre ce que nous présentons. Nous présentons la RDC autrement. Nous présentons la RDC comme une grande productrice du pétrole. Beaucoup de gens croient que c'est une utopie, mais nous voyons, nous savons déjà ce que nous avons. Parce qu'ici, nous n'avons pas beaucoup de temps, ou sinon, je vous aurais décrit les potentialités, par exemple, de la cuvette centrale. Ça peut faire peur au monde. Ça peut faire une des découvertes de la nouvelle Arabie saoudite. Mais aujourd'hui, personne ne sait voir ça. Mais nous les voyons. En tant qu'experts du domaine, nous les voyons déjà. C'est comme ça que nous pensons. Nous avons déjà vu les premiers actes du nouveau président. Il nous semble être assez ouvert et nous aimerions qu'il ouvre davantage ses oreilles pour que nous lui montrions le secteur qui peut faire de lui un grand président. Son prédécesseur s'est focalisé sur les mines et il a amené le pays quand même à un autre niveau par rapport auquel il l'avait trouvé. Mais nous voulons cette fois-ci que 2030, qui est l'année de l'émergence, nous trouve avec le secteur des hydrocarbures porteur de toute la croissance. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Un mot que je peux peut-être vous demander par rapport à cet entretien, c'est de vous adresser directement aux autorités congolaises. Un mot à toutes les autorités congolaises par rapport à cette situation d'essayer un peu de regarder par rapport à ce domaine qui est le domaine de pétrole. Oui, je commence par m'adresser au chef de l'État lui-même, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, je commence d'abord par le féliciter. Félicitations pour ta brillante élection dans un pays où la diversité est des fois difficile à cerner. Toutes mes félicitations. Mais Excellence, sachez que vous avez maintenant sur vos épaules l'avenir de tout un pays, l'avenir de plusieurs générations. S'il faut commencer à prendre des décisions, c'est maintenant qu'il faut les faire. Il ne faut pas attendre demain. Le secteur des hydrocarbures, par exemple, c'est un secteur où la recherche à elle-même peut prendre jusqu'à 5 ans. Et donc, s'il faut compter avec ce secteur, il faut qu'aujourd'hui, maintenant là, que vous preniez des bonnes décisions. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui ne veulent pas voir la RDC se développer. La RDC a de très grandes potentialités pétrolières. Et pour cela, il faut de l'intelligence, il faut de la technique, il faut de l'ouverture de votre part. Nous sommes là, nous voulons vous aider dans cette quête du bien-être du Congolais. C'est pour ça que nous vous demandons de nous approcher auprès de vous pour que nous mettions ensemble cette cellule technique pétrolière qui va nous définir les axes prioritaires pour ces secteurs, qui va nous montrer par où commencer pour que dans les prochaines années, dans les 2-3 prochaines années, que vous soyez à même d'être le premier président à toucher du pétrole produit dans la RDC, dans des gisements qui, à l'époque, étaient considérés comme non rentables.
Et après le chef de l'État, je m'en vais directement à la deuxième institution qui est l'Assemblée nationale. Messieurs les députés nationaux et le Parlement en général, messieurs les sénateurs, vous donnez l'impression de passer beaucoup de temps dans des futilités, dans des querelles qui ne produisent rien pour le pays. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de parler de l'opposition ou de la majorité en querelle permanente. Tout ce que nous voulons, c'est que nous nous mettions tous au travail. Vous nous avez donné le code des hydrocarbures, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'appliquons pas. Pourquoi nous ne l'appliquons pas? C'est vous qui devez être le gardien de l'application de vos lois. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'appliquons pas. Est-ce que vous appelez les ministres pour savoir quelle est la politique qu'il met en jeu? Est-ce que vous posez des questions au Premier ministre quant au choix des ministres qu'on nous porte à la tête des hydrocarbures? Est-ce que vous demandez à ce que on vous explique pourquoi les projets dans le secteur n'avancent pas? C'est comme ça que je demande aux heureux élus, les députés, les sénateurs, félicitations d'abord pour votre élection, mais tout ce que je vous demande, c'est que vos commissions, qui sont les commissions chargées des ressources naturelles, puissent prioriser cette fois-ci la question des hydrocarbures. Dans les mines, nous avons un nouveau code minier, mais nous ne pouvons espérer gagner que peut-être 5 milliards de dollars tout au plus. Alors que dans le secteur des hydrocarbures, on compterait des vingtaines, trentaines de milliards de dollars de retombées annuelles si nous mettons nos potentialités en exergue. Et pour ça, nous avons besoin de vous tous. Et aux jeunes ingénieurs congolais, ne restez pas chacun dans son coin. Nous avons besoin de l'énergie de tout le monde. Tout celui qui veut œuvrer pour le secteur des hydrocarbures, nous sommes ouverts. Nous, le groupe universel des pétroliers, nous, les ingénieurs pétroliers, nous voulons aider à ce que ce pays avance. Le président Kennedy a dit l'autre fois qu'il ne faut pas que les citoyens posent la question de ce que le pays aura fait pour eux, mais plutôt de savoir qu'est-ce qu'eux ont fait pour le pays. En ce moment, nous n'avons plus besoin de querelles, nous n'avons plus besoin de divisions, nous n'avons plus besoin de tribalisme. Ce que nous voulons, c'est travailler pour ce pays. Et pour travailler pour ce pays, nous voulons émettre de nouvelles idées. Nous voulons regarder dans la nouvelle direction. Nous voulons aider notre pays à devenir plus prospère qu'avant. Mais comment expliquer cette ignorance de réalité pétrolière dans les chefs de nos décideurs politiques? La première des choses, je venais de le dire tantôt, c'est que les sciences pourront former les jeunes Congolais à l'initiation, si je peux le dire ainsi, qui pouvaient initier les jeunes à l'ingénierie pétrolière n'existait pas dans notre pays. Ce n'est que récemment, vers les années 2010, que ces sciences ont été introduites dans notre système éducatif. Ce qui fait que pendant longtemps, tous les décideurs n'avaient pas la bonne information. Malheureusement aussi, on ne choisissait pas les gens qui avaient peut-être une certaine formation dans les sciences de la Terre pour présider à la destinée des hydrocarbures. Et ces gens, malheureusement, ne s'entouraient pas non plus des bonnes personnes. Ça veut dire, à plusieurs échelons, on avait des difficultés. Le ministre n'étant pas du domaine, il prend un cabinet des gens qui ne sont pas du domaine. Donc la compréhension même de la question pétrolière était difficile. Les gens ne comprenaient pas parce qu'il n'y avait pas de personnes aguerries pouvant leur expliquer la réalité. Et maintenant, nous ne voulons pas nous lancer dans une guerre entre ceux qui ont déjà commencé à travailler dans les secteurs, même s'ils n'étant pas des experts du secteur, et nous qui avons l'expertise. C'est comme ça que nous demandons que nous mettions en place une cellule technique qui peut expliquer, qui peut pallier au manque de connaissances de nos autorités. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez balader votre micro auprès de plusieurs autorités. Personne ne comprend les hydrocarbures. Le pétrole, c'est un secteur très complexe. C'est un secteur où la technologie est high level. C'est vraiment de la haute technologie. Pour comprendre même un gisement des hydrocarbures, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup de maîtrise technique. Ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, pour comprendre ces questions, il faut des experts à la place qu'il faut. Mais malheureusement, n'étant pas du domaine, toutes nos autorités n'ont même pas pris le temps ou n'ont pas mis assez d'intérêt à chercher les bonnes personnes. Ou moi je me disais, ils pouvaient même chercher de l'expertise extérieure à l'époque. Mais maintenant que nous sommes là, il faut qu'on nous associe à la définition des objectifs dans ce secteur. Ou sinon, nous allons passer encore 5 ans en train de tergiverser sans avancer.
comme ça que je réitère encore mon appel auprès des autorités de nous insérer dans leur définition de la politique dans les hydrocarbures. Parce que c'est important. Aujourd'hui, les hydrocarbures peuvent être le pilier du développement de l'RDC. Et pour cela, il faut des décisions courageuses de la part de nos autorités pour que nous avancions. Quelle pourrait être la perspective dans ces secteurs si toutes les mesures conséquentes étaient prises? Bien, déjà, si je peux m'attarder sur deux grands bassins que j'ai cités ici haut, la cuvette centrale et les bassins de l'ouest du rift est africain. Pour la cuvette centrale, avec ses horizons producteurs, parce que si on doit entrer un peu dans la géologie, nous voyons qu'il y a une roche qu'on appelle le Mamungi. Le Mamungi, c'est une roche qui s'étend sur toute la cuvette centrale et qui a atteint le stade de maturation. Donc elle a sûrement généré du pétrole et c'est une quantité énorme de pétrole. Donc avec juste la cuvette centrale, nous pouvons, j'en suis sûr, nous pouvons mettre en exergue des gisements pouvant donner jusqu'à une production de plus de 2 millions de barils par jour, ce qui ramènerait déjà le budget de l'État à peu près 50 milliards de dollars. Si nous prenons les bassins de l'ouest du rift est africain, prenons le Graben albertain, de l'autre côté de l'Ouganda, les découvertes ont déjà été mises en exergue. L'Ouganda a déjà développé plus de 100 puits. Et aujourd'hui, vous voyez déjà que le président Museveni a lancé un projet de construction d'une nouvelle ville avec les retombées pétrolières. Il veut reconstruire une nouvelle capitale. Et or, nos recherches que nous menons avec nos différents scientifiques nous ont prouvé que du côté congolais, les sédiments sont plus épais. Donc, les potentialités ou les réserves qu'on a prouvées du côté ougandais sont inférieures aux réserves que regorgerait la République démocratique du Congo dans le Graben albertain. Si on descend dans le Graben albertain, nous avons 3 sous-bassins. Il y a le sous-bassin du lac Albert, le sous-bassin de la vallée de Semliki et le sous-bassin du lac Édouard. Si nous descendons dans le sous-bassin du lac Édouard, il y a le bloc 5 sur lequel Soko, la société pétrolière Soko, a travaillé. Malheureusement, ce sous-bassin chevauche une partie du parc de Virunga, ce qui a créé beaucoup de tollés sur le plan international, même si prochainement, dans vos prochaines émissions, j'espère que vous allez m'inviter, je vais expliquer cette question-là. Soko a montré déjà par ses études que nous avons des réserves qui peuvent nous donner les premières estimations les plus vagues, déjà plus de 8 milliards de dollars de retombées annuelles. Si nous descendons dans les Tanganyika, l'indice est visible. Il y a eu une université américaine, je crois l'université de Houston, qui a mené des études. Le gisement est presque mis en exergue là-bas. Donc si tout est mis en exergue et que nous mettons seulement le 1/3 de nos réserves en production, on dépasserait les 30 milliards de dollars de retombées annuelles. Alors qu'aujourd'hui, notre budget s'évalue à combien? À 5-6 milliards de dollars. Donc, avec juste le 1/3 de production de nos potentialités, nous pouvons dire adieu à une certaine misère dans ce pays. Et s'il y a la bonne gouvernance, bien sûr. Donc, moi, je crois personnellement, fermement, qu'il faut regarder maintenant vers ces secteurs. Ingénieur Michel, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier mot pour cet entretien et puis on se retrouve avec vous prochainement. Merci monsieur le journaliste pour votre invitation. Merci parce que vous vous inscrivez dans notre lutte. Cette lutte qui est d'expliquer à tout le monde, que ce soit les autorités, les populations, différentes couches de la population, expliquer la réalité dans les secteurs des hydrocarbures. C'est un secteur oublié par ignorance, je ne sais pas, par hypocrisie, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas que la RDC se développe, je ne sais pas. Mais nous, étant fils de ce pays, nous devons être à même de nous sacrifier, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, pour permettre aux générations futures de vivre dans un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Nous devons léguer un pays plus beau qu'avant. Et en ce moment, le secteur clé sur lequel il faut agir maintenant, c'est le secteur des hydrocarbures. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous parlons des pays émergents.
Mais il a été prouvé que 90% des pays dits émergents aujourd'hui le sont grâce aux hydrocarbures. Et pourquoi nous ne regardons pas de ce côté-là? Malgré les immenses potentialités, c'est la grande question. Mais nous aimerons apporter des solutions dans ces secteurs pour que prochainement ou dans les années à venir, que la RDC soit un pays producteur du pétrole. Très chers amis internautes, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. C'était avec l'ingénieur Michel Kabongo. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Nous disons un grand merci à toute la grande équipe technique. On se retrouve prochainement. Bienvenue sur notre chaîne Dekin à l'Europe TV.